chercheur en psychologie cognitive, donc ça va être un tout petit peu différent des présentations que je vous ai montrées, que vous avez pu avoir jusqu'à là, sauf que la thématique est un peu la même. Je viens de parler un petit peu d'automatisme. Ben moi, je vous montrer au contraire que les automatismes, c'est pas forcément si bon que ça pour la créativité. Alors, les deux points de vue se rencontrent. Dans certaines situations, ça marche bien, et puis je vais vous montrer que dans certaines autres situations, c'est plus compliqué pour créer et pour sortir quelque chose de niveau. Donc, je vais vous parler un petit peu des blocages à l'innovation. Alors, avant de commencer, pour rentrer directement dans le vif du sujet, je vais vous poser une petite devinette, puisque là, on va être dans le domaine du raisonnement. On a l'épreuve du bac de maths très bientôt, donc si vous avez un crayon et une gomme qui coûtent 1,10 € au total, le crayon coûte 1 € de plus que la gomme, combien coûte la gomme? Normalement, tous dans votre tête, à un moment donné, vous avez la réponse à 10 centimes qui vous est venue à l'esprit. Alors, très bien, le problème, c'est que c'est une mauvaise réponse. Le problème, c'est que précisément, ici, nous sommes en présence d'un automatisme qui vient nous empêcher de donner la bonne réponse à ce sujet-là. Alors, on peut le vérifier très très simplement. Si, effectivement, notre chère gomme coûte 10 centimes et que le crayon coûte 1 € de plus, le crayon coûte donc 1 € et 10 centimes, plus 10 centimes, on a 1,20 €. Donc, on n'a pas le compte juste. Donc, la bonne réponse ici, elle est assez simple, c'est 5 centimes. 5 centimes d'euros, et là, effectivement, si la gomme coûte 5 centimes d'euros, le crayon coûte 1 € de plus, 1,05 €, 1,05 € plus 5 centimes, ça fait bien 1,10 €, le compte est bon. Alors, vous dites, je me suis fait piéger, effectivement, c'est une compétence à la critique. Ce problème-là a été proposé par Daniel Kahneman. Daniel Kahneman, c'est pas n'importe quel psychologue, puisque c'est le seul aujourd'hui encore en vie, et puis ils ne sont pas nombreux, puisqu'ils étaient que 2 à l'avoir obtenu le prix Nobel d'économie, justement pour montrer. Parce qu'il a montré, alors pas juste sur ce genre de petits problèmes, mais dans le domaine de la prise de décision également, on avait tendance à être biaisé, qu'on tombait systématiquement dans des erreurs de logique. Et ce qui est assez rigolo, c'est que vous n'avez pas pensé à 50 centimes, vous n'avez pas pensé à 1 €, vous avez tous pensé à la même réponse en même temps, qui est la mauvaise réponse. Ça ne veut pas dire que derrière, vous n'êtes pas capable de trouver la bonne solution, c'est juste que spontanément, dans certaines situations, des automatismes qui, la plupart du temps, fonctionnent très bien. Puisque la plupart du temps, si je retire le 2+, dans cet exposé, il n'y a pas de problème. Effectivement, si je vous dis la gomme elle coûte 1 €, l'ensemble, si je vous dis le crayon coûte 1 €, l'ensemble coûte 1,10 €, effectivement, la bonne réponse c'est 10 centimes. Mais le 2+ vous a fait que votre réponse intuitive était fausse. Donc pour revenir au cerveau, en fait, c'est simplement parce qu'on a deux systèmes. Pour concilier le fait qu'on soit à la fois capable de se tromper et à la fois capable de trouver des bonnes réponses, on était capable d'envoyer des gens sur la Lune, donc ça veut dire qu'on a une certaine rationalité à un moment donné. Donc on aurait deux systèmes, un système qui serait plutôt intuitif, qui serait basé justement sur des automatismes, sur des raisonnements qui marchent la plupart du temps, mais pas toujours, et un système qui lui serait plus contrôlé, analytique, dans lequel justement là ça nous permettrait d'atteindre la bonne solution. Et donc d'un point de vue automatique, le système 1 est activé, nous conduit à l'erreur dans certaines situations, et pour réussir à contrôler ce système, il nous faut un système, un autre système, un système 3, qui lui va être le contrôle inhibiteur. Donc réussir ici, c'est pas vraiment un problème de logique, c'est plus lié à la capacité à contrôler le piège, pour pouvoir ensuite donner la réponse logique. Et justement, dans cette situation où il faut être capable de contrôler les réseaux cérébraux qui sont activés, ce n'est pas des réseaux liés à l'intuition, lorsque vous êtes capable de réussir à cette tâche-là, ce n'est pas des réseaux impliqués dans la logique non plus, ce qui est assez rigolo, c'est justement lié au contrôle inhibiteur, à la capacité à résister à ce piège-là. Alors, ça c'est dans le domaine du raisonnement, mais ça existe aussi dans la résolution de problèmes. J'ai été chercher vraiment la tâche la plus emblématique, c'est extrêmement ancien, ça date de 1946, le problème de la bougie. Vous avez une bougie, vous avez une boîte de punaises, et vous avez une boîte d'allumettes. On vous demande sur un plan incliné, enfin sur un plan vertical en liège, d'accrocher la bougie de façon à ce que lorsque je vais l'allumer, elle ne va pas, la cire ne va pas tomber sur la table. Et donc là, généralement, quand vous donnez ça au sujet, ils sont en train d'essayer. Alors, il y a des solutions très créatives sur l'utilisation justement de ces petites punaises. C'est-à-dire qu'ils essaient de faire des configurations extrêmement ingénieuses pour s'en sortir. Alors, il suffit simplement de vider la boîte de punaises. Une fois que vous videz la boîte de punaises et que vous utilisez cette boîte non plus comme simple contenant, mais à partir du moment où vous l'utilisez comme plateforme, par exemple, là, la solution devient beaucoup plus simple. Et d'ailleurs, les sujets ne se trompent pas du tout, et ils arrivent tous à cette solution à partir du moment où vous présentez exactement le même problème, sauf que cette fois-ci, vous ne présentez pas la boîte avec les punaises dedans, vous présentez la boîte d'un côté et les punaises de l'autre. Et là, tout le monde trouve la solution sans aucun problème, spontanément.
Donc c'est bien ici en fait qu'on a des effets de fixation. Des effets, on a tendance à être fixés, notamment sur la fonction usuelle des objets. Par exemple, le fait que ici, la boîte est amorcée. On amorce la fonction de la boîte usuelle qui est de contenir les punaises, alors qu'on peut utiliser la boîte elle-même. Alors, c'était juste le taux de bonne réponse en fonction de savoir si j'ai amorcé ou pas la fonction, peu importe. Alors, là, j'étais dans le raisonnement, qui était les choses sur lesquelles on travaillait beaucoup à l'époque, j'étais dans la résolution de problèmes, mais on s'est posé aussi la question de savoir s'il n'existait pas des biais dans des situations un petit peu plus créatives, un petit peu de génération d'idées. On va être dans la génération d'idées. Et donc, si je vous propose de concevoir une chaise de camping légère et bon marché, il est fort probable qu'à un moment donné, dans votre esprit, il y ait des solutions classiques, des choses que vous connaissez déjà. Les connaissances, c'est bien, elles sont utiles pour le processus créatif, mais parfois peuvent venir nous biaiser et nous conduire à des heuristiques de conception qui nous mènent à l'impasse. Et donc, peut-être qu'à un moment donné, vous allez avoir des choses comme ça qui vont vous venir à l'esprit. Des chaises typiques du camping, des choses que vous avez déjà vues, des choses qui existent déjà. Et peut-être que vous allez avoir tendance, du coup, à vous diriger vers ce genre de choses. Alors, je ne vais pas vous proposer la solution originale, la solution créative qui existe, puisqu'il y en a, par définition, la créativité ne se traitera pas à une solution possible. C'est justement là que c'est intéressant par rapport à la résolution de problème, c'est que vraiment, on va avoir différentes solutions, mais vous allez avoir du mal à briser, certainement, des attributs de l'objet. Parce que si vous faites une chaise avec 4 pieds, ça c'est une chaise classique, vous pouvez le faire avec 3 pieds, j'en ai même avec 2 pieds, avec un pied. Qu'est-ce qui se passe si je retire le pied? Là, vous pouvez aller explorer des solutions très différentes. Cette solution existe. Alors vous allez me dire, c'est pas une chaise. C'est une chaise. À partir du moment où vous avez révisé l'identité de l'objet, à partir du moment où vous êtes allé un petit peu plus loin, vous vous êtes dit, mais qu'est-ce que peut être une chaise sans pied? Ah bah quand je suis par terre, c'est inconfortable, je ne suis pas bien maintenu. Ah, et ben ça vous permet, et pour tout vous dire, dans le train tous les jours en ce moment, alors que je suis debout dans le train, compacté les uns sur les autres, je me dis que ça pourrait me servir vraiment, pas juste pour aller au camping, mais aussi pour pouvoir survivre en situation de grève. Et donc cette chaise, c'est simplement un bandeau qui vous maintient, c'est pas cher, c'est léger, c'est pratique, et vous voyez bien que on est très très loin de la représentation et des connaissances qu'on a habituellement des chaises, et pour aller là, il va falloir sortir de cet effet de fixation. Donc comment on a expérimenté sur ces choses-là? Il fallait une tâche qui soit assez simple. Alors on travaille chez l'enfant en plus, donc il fallait à un moment donné qu'on trouve une tâche qui soit à la fois adaptée aux adultes, à la fois adaptée aux enfants, qui les stimule, qui vous donne envie, parce que généralement une tâche en psychologie, c'est vous avez un ressort, vous devez faire un petit truc un peu compliqué, ou au contraire, on vous donne des plans très complexes pour... Là, on a choisi une tâche qui est simple, qui existe dans la littérature depuis très longtemps. Donc on vous donne un œuf de poule et on vous demande de trouver le plus de solutions possibles au problème qui consiste à lâcher cet œuf de poule d'une hauteur de 10 mètres et trouver des solutions pour qu'il ne se casse pas. Alors là, de la même manière, je vous dis, on a été voir des ingénieurs, on a été voir des designers, alors pas dans votre école, on a été dans de très bonnes écoles de design, des entrepreneurs également, en France, à l'étranger, que ce soit aux États-Unis, que ce soit chaque fois, et que ce soit des enfants de 10 ans, c'est ça qui nous a fait un petit peu mal aussi, les enfants de 10 ans atteignaient pas loin d'être au niveau en fait des ingénieurs de très grandes écoles françaises. C'était, en tout cas sur cette tâche-là, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'autres compétences, mais la plupart du temps, on a vraiment 3 heuristiques de conception. Là, 90% des réponses qui nous sont données consistent à ralentir la chute. Typiquement, on utilise un parachute. Les ingénieurs ici en France adorent utiliser un parachute. Amortir la chute, matelas, piscine, on a toutes ces solutions qui viennent à l'esprit. Ou protéger l'œuf. Là, protéger, vous pouvez le protéger avec tout ça. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas être innovant dans ces solutions-là, mais des classes de solutions qui viennent spontanément alors on leur demande d'être original, on leur demande d'être créatif, ils nous donnent tous systématiquement le même type de réponse. Alors que par contre, modifier les propriétés naturelles de l'œuf, utiliser des dispositifs vivants, soit des végétaux, des animaux, ce genre de solution, modifier l'environnement, vient très très rarement. Un petit peu plus chez les designers. Vous allez voir que les designers, on peut aussi faire en sorte qu'ils deviennent vraiment moins créatifs juste en donnant une petite chose. Alors on avait ces 3 effets de fixation, et on avait une littérature qui nous disait qu'on pouvait faire pire encore. C'est-à-dire qu'on pouvait, en plus d'avoir des effets de fixation qui se créent spontanément, on pouvait les renforcer.
Comment on pouvait les renforcer? Simplement en donnant des exemples de solutions. C'est dommage parce que, typiquement, toute votre vie scolaire, pour résoudre un problème, pour vous aider, on vous donne un exemple. Et bien l'exemple dans ces situations-là peut justement être négatif. Et donc, ça c'est une expérience assez classique des pairs de la psychologie cognitive de la créativité, où en fait ils ont demandé à des sujets de concevoir un nouveau jouet. Un jouet qui soit très différent de tout ce qui existait avant. Et ils leur donnaient des exemples de solutions, et ils leur disaient surtout, vous ne faites pas du tout pareil que les solutions. Et dans ces solutions, il y avait des éléments en commun. Là, je vous ai donné un exemple, c'était une balle. Et bien, il se trouve que même si on leur demande de ne pas faire la même chose, même si on leur demande de sortir de ça, le fait d'avoir donné ces exemples provoquait un effet de fixation et les sujets avaient tendance à récupérer ces éléments comme une balle et proposer quelque chose dans lequel il y avait une balle. À côté de ça, on avait les neurosciences qui nous disaient exactement l'inverse. Vous avez les exemples, au contraire, c'est de la stimulation. On ne va pas contraindre le sujet, au contraire, ça nous permet de stimuler le sujet. Donc on se retrouvait dans une impasse, avec d'un côté la moitié des gens qui ne se parlaient pas du tout entre eux, ils n'expliquent pas du tout pourquoi on pouvait avoir des effets de stimulation ou des effets de fixation. Donc d'un côté, il y en avait qui disaient que ça provoquait la stimulation, que ça provoquait des idées originales, de l'autre côté, on nous disait au contraire que ça bloquait complètement l'originalité des solutions. Et donc on s'est dit, vu qu'il y a des effets de fixation, peut-être que ça va dépendre de la nature des exemples qu'on va pouvoir donner. Si je vous donne un exemple qui est dans ce que vous activez spontanément, si lorsque dans la tâche de l'œuf, spontanément il vous vient à l'esprit de protéger l'œuf, d'amortir la chute ou de ralentir la chute. Si je vous donne un exemple qui est là-dedans, dans ces classes de solutions, peut-être qu'effectivement je vais avoir tendance à renforcer la fixation. Si par contre je vous donne un exemple qui est complètement à côté, qui est beaucoup plus loin, je ne sais pas, congeler l'œuf, ou utiliser un aigle pour attraper l'œuf au vol. Si je vous donne ce type de solution, est-ce que je ne vais pas au contraire provoquer des activations et des connexions beaucoup plus lointaines, et est-ce que je ne vais pas avoir un effet de stimulation? Et c'est exactement ce qu'on a essayé de tester justement d'un point de vue expérimental, où à un groupe de sujets on lui donnait la solution, on lui donnait la tâche classique, donc ils doivent faire en sorte que l'œuf de poule ne se casse pas, et à deux autres groupes, un groupe où on donnait un exemple qui était dans l'effet de fixation. Une des solutions possibles est d'utiliser un parachute. On disait juste ça. C'était un brief à l'écrit, on disait juste cette information-là. Et dans l'autre, on disait une des solutions possibles est de congeler l'œuf. Et bien, que vous regardiez le nombre de réponses, le nombre de catégories qui sont générées par les sujets, ou vous regardiez l'originalité en termes de fréquence, par exemple, une des mesures classiques de l'originalité, ça peut être c'est de regarder si les solutions qui sont proposées par les sujets sont proposées par tout le monde ou pas. Si vous proposez une solution qui est donnée par personne, on considère qu'elle est originale. C'est discutable, mais si vous donnez une solution qui a été donnée par tout le monde, là par contre elle est beaucoup moins forte en originalité. Mais ça marche également, ces résultats marchent également si on demande à des experts. Alors, experts en design à qui on a demandé de juger les solutions proposées des sujets. Ben, si vous regardez ça, vous vous rendez compte que par rapport à un groupe contrôle, puis en orange au milieu, lorsque vous donnez le parachute, qui est justement dans cet effet de fixation, vous allez diminuer le nombre de réponses, le nombre de catégories et l'originalité des solutions proposées. Simplement en ayant donné ce petit exemple-là, vous avez contraint la capacité des sujets à sortir de cet effet de fixation et à proposer des choses nouvelles. A l'inverse, si vous donnez quelque chose, par exemple comme congeler l'œuf, là, vous allez avoir tendance à les pousser à sortir. Donc ça va dépendre à la fois de la nature de l'effet de fixation, de la nature de la fixation, et de savoir si votre exemple est dedans ou s'il est en dehors. Et donc je vous parlais des designers, je voulais terminer justement sur ces designers pour en parler. On s'est posé la question de savoir si le fait d'avoir une formation en design, le fait déjà d'être motivé dans le design et d'avoir beaucoup travaillé là-dessus, donc on est allé voir le master en design, est-ce que ça avait un impact sur une tâche aussi simple que la tâche de simple, aussi trivial que la tâche de l'œuf. Donc on a proposé à des designers, et puis on a été les comparer du coup à des ingénieurs de grande école, et que tous les indices sont toujours les mêmes. Que vous regardiez le nombre de réponses, que vous regardiez le score d'originalité, au départ, les designers proposent plus de solutions, plus de catégories, et sont plus originaux que ne vont l'être les ingénieurs. Ils sont meilleurs. Ils sont bien meilleurs. Et donc on s'est dit, est-ce qu'on peut les rendre pires? Est-ce qu'on peut recréer facilement un exemple, un effet de fixation? Imaginez, vous êtes un designer et vous avez un chef de projet qui vient vous donner un exemple de ce que ça pourrait être. Donc c'est ce qu'on a fait. Donc on lui a proposé l'exemple du parachute. Donc à nos designers qui ont passé 4 ans à étudier le design, on leur a donné une des solutions possibles et d'utiliser un parachute. Et si vous regardez simplement, donc c'est juste les... Alors on les a appelés
Industrial design, c'était en plus pas par rapport à votre présentation, mais c'est parce que par rapport à la littérature anglo-saxonne, c'était plus simple de les catégoriser par rapport justement à cette notion de design. C'est bien des étudiants en design au sens français du terme, mais c'est comme ça qu'on pouvait les catégoriser. Diminution colossale du nombre de réponses proposées par les designers juste avec ce petit exemple. Donc alors que spontanément, leur formation fait qu'ils sont plus à même de sortir de ces effets de fixation, dès qu'on réintroduit un exemple, on a la possibilité de figer sur ces classes de solutions. On a la possibilité, et c'est dur pour un designer, mais retrouver le niveau des ingénieurs. Voilà, donc c'est... Je suis à 14 minutes 40 secondes, j'avais dit 15 minutes, je suis très content. J'aurais bien voulu vous parler aussi des enfants, parce que les enfants, lorsqu'ils résolvent ce type de problème, sont, je vous l'ai dit, quasiment aussi bons que les adultes, mais n'ont pas tout à fait la même nature de l'effet de fixation. L'effet de fixation n'est pas tout à fait pareil. Donc si je devais reprendre juste les conseils pour terminer là-dessus, il faut faire attention. L'intuition peut être bonne, mais parfois l'intuition, justement ce raisonnement intuitif et heuristique, peut vous conduire à des effets de fixation et au contraire à contraindre la créativité. Donc il faut avoir conscience que ces effets de fixation existent, parce qu'en plus, en collectif, on a tendance à les renforcer plutôt que de les diminuer. Donc il faut avoir conscience de ces effets de fixation pour pouvoir mieux en sortir. Et une des solutions, elle n'est pas magique, elle n'est vraiment pas magique, et il y a d'autres outils managériaux qui ont du sens et qui peuvent faire mieux que ça, c'est de proposer des exemples et essayer de proposer des exemples très éloignés de ce qui est classiquement proposé. Voilà ce que je peux vous dire. Je vous remercie de votre attention.